Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, merci pour votre présence à notre émission La pensée et les hommes d'aujourd'hui. En février 1600, un penseur italien, Giordano Bruno, poursuivi par l'Inquisition, est exécuté, passé sur le bûcher. Et depuis lors, il figure comme l'un des martyrs de la pensée libre et comme l'un des fondateurs de l'idéal laïque. Et c'est pourquoi, bien sûr, nous voulons l'évoquer au cours de cette émission et au cours d'autres émissions très bientôt. Alors aujourd'hui, nous allons plus particulièrement parler du destin de l'œuvre de Bruno à l'occasion de la publication d'un livre de M. Jean Rocchi intitulé Giordano Bruno après le bûcher. L'ouvrage est publié aux éditions Complexes. Et nous avons invité l'auteur de l'ouvrage, M. Jean Rocchi. Vous êtes journaliste et écrivain. Vous avez rédigé ce travail, mais aussi une biographie de Bruno. Et comme grand témoin à l'émission d'aujourd'hui, nous avons invité André Kuckelenberg, qui passe souvent aux émissions de La Pensée et les Hommes, qui est astronome et professeur honoraire à l'Université libre de Bruxelles. Alors, Monsieur Rocchi, première question, quelle a été, au fond, très rapidement, la biographie et le destin de Giordano Bruno? Giordano Bruno est né en 1548 à Nola, tout près de Naples. Il a eu une enfance dans cette grande ville turbulente de Naples. Qui était déjà turbulente à l'époque. Très turbulente, occupée par les Espagnols. Et il est rentré chez les frères prêcheurs de San Domenico Maggiore pour faire ses études. C'est là qu'il a eu accès à la plus grande bibliothèque je crois, de la chrétienté autour de la Méditerranée, cette bibliothèque de San Domenico Maggiore, où Saint Thomas avait fait ses études et ses écrits. Donc il y a déjà un passé et un héritage. Ensuite, il a fait le mur, si j'ose dire, étant donné qu'il a, après avoir compris bien des choses, il contestait la somme de Saint Thomas, il contestait la vision, le mariage de la science avec la théologie. C'est ce qui l'a amené à faire un grand périple de 16 ans à travers toute l'Europe, en passant par Venise, Genève, Toulouse, Paris, Londres, Paris, Francfort, Wittenberg, Prague et un retour sur Venise. Là, ça a duré 16 ans et il a semé au cours de... C'était rien que des universités, il a été d'université en université pour semer ses idées. Et il est arrivé donc à Venise en fin de parcours, où il s'est fait prendre par l'Inquisition, qui l'a livré à l'Inquisition romaine, où il a fait en tout 8 ans de prison. Et il a été torturé, notamment sur la fin, et il a... Qu'est-ce qu'on peut dire encore Il a été exécuté, il est passé sur le bûcher. Il a été brûlé vif sur le Campo dei Fiori le 17 février 1600, c'est-à-dire à l'âge de 42 ans. Et au fond, qu'est-ce que les autorités de l'Église reprochaient à Bruno? Parce que pour le tenir prisonnier, incarcéré aussi longtemps, et pour l'exécuter sur le bûcher, il fallait quand même qu'on lui reproche un certain nombre de choses. Il y a eu énormément de choses reprochées, mais ce qu'on peut retenir, c'est les dernières choses qu'on lui a proposées pour abjurer. Il y a notamment l'univers infini, la pluralité des mondes, l'âme du monde. C'était une idée qui était reprise des stoïciens et des anciens. Et voilà, donc il y a des choses qui ont surtout des conséquences pour la théologie. C'est qu'en partant de cette pluralité du monde et de cette infinité, il a convenu qu'il fallait séparer la théologie de l'étude des principes naturels. Il disait il n'y a pas de raison que l'on subordonne la recherche des principes naturels à la recherche d'un principe premier, d'une première cause de l'origine divine. Donc c'est déjà, on peut dire même, c'est la laïcité qui commence à percer au niveau de la recherche. La laïcité, elle reviendra plus tard avec la Révolution française en France, et la séparation de l'enseignement des connaissances. Mais lui, c'est la séparation
de la recherche. Voilà. Mais observons quand même que les principes philosophiques qu'il fonde et qui lui seront reprochés procèdent en quelque sorte d'une réflexion sur l'astronomie, André Kuckelenberg. Oui, il y a une réflexion sur l'astronomie qui remonte à un certain nombre de remarques que notre compatriote Nicolas de Cous a rassemblées en son temps, qui ont éclairé notamment la pensée de Copernic et qui le pousseront au travers de toute une série de critiques philosophiques à rechercher des preuves matérielles, c'est-à-dire des différences entre les observations et les idées qu'on se faisait du monde. Et c'est l'analyse de cette tension entre le monde observé et, j'allais dire, le monde mythique que les anciens et les théologiens s'étaient construits, qui a mené certainement Giordano Bruno à émettre un certain nombre d'opinions sur la notion d'infini, sur la notion de pluralité des mondes. Et il y a là quelque chose d'assez curieux, c'est que 5 ou 6 siècles auparavant, et l'infini de l'univers et la pluralité des mondes étaient considérés par les théologiens comme une preuve de la toute-puissance, de l'omnipotence du Seigneur. Alors que 6 siècles plus tard, entre les mains notamment du cardinal Bellarmin, qui sera sanctifié dans les années 20 ou 30 de notre siècle, ce qui veut dire qu'on a pris du temps, 34, oui. On a pris du temps pour le faire. Le cardinal Bellarmin, qui sera le principal accusateur de Galilée, est aussi le principal accusateur, inquisiteur de Giordano Bruno, et disons, c'est lui qui aura sa peau. Mais on sait que Galilée va en quelque sorte abjurer ses positions, ses théories, ce qui n'est pas le cas de Bruno. Il n'abjure pas, il reste ferme sur les idées que vous venez d'indiquer, et donc il est exécuté. Oui, ce qu'il y a, c'est que Bruno a, je pense, on pourrait se mettre d'accord pour dire qu'il définit le cadre de l'essor des sciences. Il définit les grandes lignes de l'effort des sciences, mais il n'a pas l'expérience, il n'a pas ce que va faire Galilée, ça va être l'utilisation des mathématiques pour le calcul dans ses expériences. Bruno dit « regardez par-ci, regardez par-là ». Et il faudrait reprendre ces textes, c'est assez exceptionnel quand il dit « regardez les étoiles, vous verrez qu'elles bougent ». Regardez le mouvement, vous verrez que à partir de la relativité du mouvement, il ne parle pas de relativité, mais c'est comme ça qu'il l'explique. Si vous examinez ces problèmes-là, vous ferez des découvertes sensationnelles. Et donc, il définit des grandes... C'est le départ de la recherche scientifique. Et dans la même foulée, contemporain de Bruno, Tycho Brahe, le maître de Kepler, va faire toute une série de découvertes qui contribueront également à casser cette espèce d'univers qu'on avait fermé autour des hommes, la sphère, les fameuses sphères de cristal. Et puis Kepler va, à l'intérieur de ces sphères, construire le système qui correspond, qui répond aux critiques de Copernic, et finalement Galilée, qui est à ce titre-là le fondateur de la physique expérimentale à beaucoup d'égards, va apporter, je dirais, les derniers maillons à cette chaîne de raisonnement. Alors, on condamnera les gens sur leur raisonnement, mais quand Galilée arrive au début du siècle, il aura bien quelques ennuis avec les inquisiteurs, mais on passera ça assez vite au bleu. Le problème est que Galilée, qui n'est pas réputé pour un caractère particulièrement amène, Galilée qui a l'art de dire les choses comme il croit qu'elles sont, Galilée aura des ennuis dans les années 1630 qui vont l'amener devant le tribunal de l'Inquisition. Mais en 1630... 30 ans après, le procès fait à Bruno.
Mais la science est presque convaincue de la Oui. justesse des thèses de Copernic et peut-être des thèses de Bruno qui se sont répandues un peu partout. Et je crois que Galilée, ayant dans le nez l'odeur du bûcher, abjure parce que ça vaut vraiment pas la peine de mourir pour une cause qui est déjà gagnée. Ce qui est assez remarquable, c'est que si on prend les dialogues sur les deux états du monde de Galilée et qu'on regarde les dialogues du banquet des cendres de Bruno, on retrouve la même forme, c'est-à-dire les dialogues où l'auteur se cache sous un pseudonyme. On retrouve le même champ de travail, c'est-à-dire le ciel, l'héliocentrisme, tout ça. Et donc il y a une grande... La position de la Terre par rapport au Oui. Soleil. Et il est assez remarquable aussi que Galilée et Bruno sont, au début du siècle, au même endroit, fréquentent les mêmes gens. Mais il faut savoir que Galilée et Bruno ont à un moment donné postulé à l'université de Padoue, ce qui est une même chaire. Ils n'ont pas été en concurrence réellement, parce que Bruno était déjà en prison. En mai, il était en prison en mai 92. Voilà. Mais Galilée va prendre sa succession et il aura tendance, je crois, à l'oublier un petit peu, ce rusé florentin qu'est Galilée. Mais il ne peut pas faire autrement. Mais il ne peut pas faire autrement, mais il l'oublie peut-être d'une manière un peu cruelle. Quand même. Mais au fond... C'est ce que lui reproche Kepler. Oui, exactement. Mais au fond, Bruno n'est pas accusé, poursuivi et exécuté pour ses idées en matière d'astronomie, c'est plutôt pour les conséquences de ses idées à l'égard de la théologie. Mais parce que je crois qu'il faut dire qu'il est formidable dans ce sens qu'il attaque sur tous les fronts. Et il attaque sur l'idée de Dieu. Si Dieu est infini, il ne peut pas être dans un autre infini que l'infini de la matière. Il est donc à l'intérieur de la matière. C'est très spinoziste, la matière est infinie. C'est avant Spinoza, oui, c'est panthéiste, c'est Hollande qui, 70 ans après, donnera le nom de panthéisme. Mais il fait disparaître, diluer la notion de Dieu dans la matière. À ce moment-là, oui, l'Église se sent... devant ses juges de Venise, il dira, mais je n'attaque pas du tout la catholicité, pas directement, peut-être indirectement, dit-il. Vous voyez, donc voilà ce qu'on lui reproche aussi. C'est qu'un homme comme Pascal verra très bien le danger de l'univers infini. C'est évident. Donc ce sont plutôt les conséquences de ses opinions en matière d'astronomie que ces opinions elles-mêmes qui sont plus ou moins bien acceptées par les théologiens de l'époque. Bien acceptées, c'est beaucoup de dire, hein, mais acceptable jusqu'à une certaine limite. Et je crois que Bruno dépasse la limite. C'est ça, Bruno franchit la limite. Bruno dit pas de Dieu sans monde. Alors que les religions disent pas de monde sans Dieu. Et Descartes dirait, je pense donc je suis. Les priorités, on ne peut pas penser sans être. Il n'y a pas de pensée sans être, il n'y a pas de Dieu sans monde. C'est la religion qui est prise à l'envers. Et est-ce que sur le plan moral, Bruno prend des positions particulières qui justifient son exécution, sa condamnation? C'est-à-dire qu'il est tellement convaincu de son idée, de son postulat, de l'infinité et des conséquences dans tous les domaines. Et il a tellement attaqué les pédants de l'université qui font que de la récitation qu'il ne fera pas machine arrière. Je crois que c'est un caractère nolin. Il a jugé qu'il ne devait pas faire machine arrière. Donc sur le plan psychologique, c'est quelqu'un qui croit fermement à ses idées et qui les assume. Il a lu Pic de la Mirandole, il a lu bien d'autres, et il a fait une analyse des philosophies passées, et il en a tiré les conclusions dont il est convaincu. Je crois que c'est ça. Alors, à partir de lui, on a déjà évoqué la pensée de Galilée il y a un instant. À partir de lui, est-ce que les penseurs, les philosophes, les astronomes vont embrayer aux idées de Giordano Bruno? Est-ce que sa pensée va avoir une fortune, de la faveur dans les siècles qui vont suivre? Indiscutablement. Jusqu'au début du XIXe siècle,
la notion d'infini est une notion qui est assez aisément acceptée. Alors, au début du 19e, avec une certaine récession conservatrice qui est menée notamment par une puissance vaticane de plus en plus autoritaire qui va mener à l'infaillibilité papale, au dogme de Marie, etc., eh bien, nous allons voir réapparaître cette idée d'univers fini qui va être une bataille philosophique, mais qui sera supportée aussi par un certain nombre de concurrences à caractère social, à caractère politique, dans cette dynamique moderniste qui est celle du début du XIXe siècle. Alors, on verra aussi, du point de vue philosophie, par exemple, des astronomes plus alignés, si on peut dire, mais qui, pour autant, n'échapperont pas à une certaine logique rationnelle, dont Olbers, reprendre un vieil argument que l'on trouve en partie sous-jacent chez Bruno et en partie qu'on retrouve développé chez Kepler, il va reprendre l'idée d'un univers fini et tenter d'en donner une preuve. C'est ce qu'on appelle en astronomie le paradoxe d'Olbers. Je n'insiste pas, mais c'est un point important parce que c'est là-dessus que va se concevoir cette idée que la géométrie va construire à la fin du XIXe siècle et développer pratiquement jusqu'à ces dernières années, et qui est d'un univers peut-être en expansion, mais fermé sur lui-même, qui est à la fois un petit peu infini et fini. Un espèce de compromis qui arrange à la fois les théologiens et les scientifiques. Les scientifiques par les observations qu'ils font, de bonne foi, les théologiens par les raisonnements qu'ils tiennent, j'allais dire de bonne foi aussi. En l'occurrence, là, la foi n'est pas en cause. Vous avez dit, oui, Jean-Roch. On peut dire que Bruno, on le retrouve chez Kepler dans l'homogénéité de la matière, qui à l'époque est un concept positif. Et ce sera un dogme de cosmologie la cosmologie jusqu'à ces dernières années. Étant donné que tous les étoiles sont des soleils, il y a des planètes qui tournent autour de ces étoiles, et sur ces astres, il y a des pesanteurs. Voilà. On peut imaginer un objet astral qui serait à mi-distance de deux astres et qui resterait immobile. Ça sera très intéressant pour Kepler et ça sera repris en partie par Newton dans le calcul de la gravitation. Il est évident que Newton s'est inspiré de choses qui étaient chez Bruno et qui étaient largement diffusées par des poètes comme Cyrano de Bergerac et d'autres des Anglais. Les libertins, Gassendi, les libertins du XVIIe Gassendi, absolument. Vous avez dit tout à l'heure, Jean-Roch, que Bruno avait voyagé dans l'Europe. Et vous avez signalé qu'il est allé en Angleterre. Alors, est-ce qu'il a marqué l'Angleterre de son influence? Je pense qu'il y a un chapitre de votre livre qui évoque Shakespeare, notamment. Ah oui, il est resté là-bas plusieurs années, 3-4 ans. Et il a écrit d'abord toute son œuvre philosophique en langage italien vulgaire et de cette époque. Les Banquets des Cendres, de la cause et de l'univers infini, ces 3 livres sont de... Donc il abandonne le latin et il écrit en langue vernaculaire. Il essaye de s'adresser à l'université d'Oxford, il se fait expulser de l'université d'Oxford parce qu'il met en cause des idées fondamentales. Donc il écrit aussi des Fureurs héroïques, qui est une sorte de conclusion morale de son action, où il conclut que le discours ne doit pas refléter la réalité, le discours philosophique, c'est impossible. Ce qui compte chez l'homme, c'est le mouvement, c'est sa démarche, et le discours doit être mis en ordre en fonction d'une réalité qui est toujours insaisissable. Je crois que ça, c'est très moderne. Et alors, ses rapports avec Shakespeare? Ses rapports à Shakespeare, moi, c'est ce qui m'a engagé un peu dans l'écriture au départ. La curiosité, c'est que j'ai trouvé dans l'argument des Fureurs héroïques une histoire un peu misogyne, je dois le dire,
même très misogyne, Oui, par rapport à nous. par rapport aux femmes. Par rapport aux femmes. Notre meilleure moitié. Mais c'est assez formidable parce qu'on lira le livre suivant de Bruno où il dit exactement le contraire. Ce qui prouve que la misogynie le traversait, qu'il était misogyne d'un côté et totalement contre les misogynes de l'autre. Il a fait deux discours contraires qui sont admirables de ce point de vue. Donc on voit des hommes qui se retirent de la vie pour faire des recherches scientifiques, pour découvrir des vérités. C'est un peu ce qu'explique Shakespeare, et qui refusent les femmes. Et ça le C'est pas Shakespeare... très fort sa nature, à Bruno. Hein. Non, il était chaud lapin. Mais c'est ce qui va faire que Shakespeare ne peut pas laisser passer ça. Donc Shakespeare a lu Bruno. Il a lu Bruno et il écrit sa première pièce, c'est Peine d'amour perdu, où il y a un roi Ferdinand, qui est un peu l'anagramme de Bruno de Nola, et qui se retire des affaires pour faire des recherches avec des adjoints, donc un Brovne, qui s'appelle Brovne et qu'on peut traduire en français Bruno. Ça a été traduit Byron, je ne sais pas pourquoi. Et donc, Curieux. donc il y a cette mise en scène. Influence véritablement directe. Oui. Alors on évoquait tout à l'heure... Mais je n'ai pas compris pourquoi Franciette, qui est spécialiste de Shakespeare et spécialiste de Bruno, n'ait pas vu que les deux textes, Peine d'amour perdu et l'argument des fureurs héroïques, c'était deux textes qui se répondent mot à mot parfois. Oui, mais vous l'avez vu, donc c'est ça l'essentiel. Vous l'avez vu et vous le dites dans l'ouvrage. Mais je voudrais revenir sur deux penseurs du XVIIe siècle. On a évoqué il y a un instant les libertins, le milieu de Gassendi, etc. Mais il y a aussi les grands philosophes, si j'ose dire. Il y a Descartes, il y a Pascal. Quelle est l'attitude de Descartes et de Pascal à l'égard de l'œuvre de Bruno ? Descartes a reçu une mission. Il faudrait relire ce qu'a dit la biographie de Bayet, où il cite le nonce apostolique de Bérulle. Il dit, en gros, un homme aussi intelligent que vous, qui a reçu tellement d'intelligence de Dieu, aura des comptes à rendre sur ce qu'il fait de cette intelligence. Il doit servir la cause. Donc, Descartes, effectivement, essaye, lui, de remarier la recherche scientifique avec la théologie. Il écrit le Traité des mondes, et quand il s'aperçoit que Galilée est condamné pour ses écrits, mouvement de la Terre, il détruit, il met de côté, il dit à Mérène, c'est pas la peine, je ne publierai pas ce livre. Donc il est un peu lié, il est ligoté par son engagement théologique, c'est ça. Ce qu'on retrouve tout au long de sa vie. Pascal, qui n'a pas d'engagement théologique, lui. Pascal, c'est très différent. Pascal n'a pas été à l'école, à la scolastique. Il n'a pas été à l'école du tout. Il a été à l'école de son père. Il a reçu un enseignement. Influencé par les jansénistes. Dans sa jeunesse, influencé par des libertins, comme Vion d'Alibret, comme le chevalier de Méret, qui sont des bruniens. Vion d'Alibret a écrit une biographie de Bruno. Et la nièce de Vion d'Alibret jouait avec Jacqueline, la sœur de Pascal. C'est la même famille. Donc, il y a ça au départ. Il y a ça au départ. Mais jamais Pascal n'attaquera les libertins. Il dira qu'il faut lutter contre leurs idées, mais pas par voie d'autorité, par le débat. Et par contre, il dénoncera l'Inquisition. Mais est-ce que Pascal accepte les idées de Bruno ? Pascal discute sur quoi? Il discute sur le vide. Il accepte le vide. Qui lui a dit qu'il y avait le vide, qu'il y avait l'univers infini? Ça, donc il discute scientifiquement sur un acquis brunien. Il faudrait rechercher les sources de Pascal, mais je n'en vois pas d'autres. Alors, en conclusion de l'émission, André Kuckelenberg, est-ce que Bruno vous apparaît à vous, qui êtes à la fois engagé sur le terrain de la laïcité, qui est un astronome, donc un spécialiste d'un aspect de la pensée de Bruno, est-ce qu'on peut dire que Bruno est un précurseur ou un défenseur de la laïcité? Un précurseur, un défenseur, on prête beaucoup, hein. Mais il est évident que l'ensemble des pensées développées par Bruno à son temps ont profondément ébranlé les idées reçues. Et qu'est-ce que la laïcité?
sinon la liberté que nous avons chacun d'ébranler les idées reçues, quelles qu'elles soient. Et personnellement, en laïc très convaincu, je suis même prêt à ébranler les idées reçues de la laïcité. Pourquoi pas? Alors, même question pour Jean Rocky. Est-ce qu'il vous apparaît, Bruno, comme l'un des précurseurs de la pensée laïque? Est-ce qu'on peut le dire cela? Je dois dire que je n'ai pas réfléchi beaucoup à la question, mais il m'apparaît comme le premier qui rompt entre la théologie et l'étude des principes naturels, comme il dit. Donc, cette rupture, la laïcité, c'était quand même une opposition à des abus du temporel et du spirituel à une époque donnée, qui a amené l'État à se séparer de l'Église. Je pense que si on recherche les cheminements entre 1789 et les grands penseurs Diderot, Rousseau et Voltaire, il est certain qu'il y a des cheminements qui mènent à Bruno. Mais ça, c'est toute une étude qu'il faudra entreprendre. Hein. Eh bien, on vous invite Oui. à la faire, Jean Rocky. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Giordano Bruno après le bûcher. L'ouvrage est publié aux éditions Complexes. Je vous remercie d'être venu à notre émission aujourd'hui. Et je remercie aussi André Kokolenberg. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup. À bientôt. Et voici maintenant quelques informations laïques. Visitez l'exposition Plaisir d'amour, la rencontre de l'autre ou le sens de la vie, jusqu'au 12 décembre à la Maison du Livre, 28 rue de Rome, à 1060 Bruxelles. Les mardis et mercredis de 14h à 18h, les vendredis de 15h à 19h, les samedis de 10h à 13h. Informations à la régionale de Namur du Centre d'action laïque au 081 73 01 31 ou à la Maison du Livre au 02 543 12 20. Al-Hayat est un reportage tourné au Liban. Il présente le travail des femmes dans le secteur social au-delà des différences communautaires et religieuses. Al-Hayat est une coproduction du Centre laïque de l'audiovisuel et du Service laïque de coopération au développement. Pour tout renseignement, téléphonez au CLAV 02 627 68 40 ou tapez clav@ulb.ac.be.